Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workplace. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio et technophile de la première heure. Nous sommes le mardi 26 mai 2026 en direct sur LinkedIn. Aujourd'hui, épisode solo, format tour d'horizon de nos chers partenaires, trois mouvements de fond qui se sont accélérés en mai 2026 et qui dessinent le paysage IT des prochains mois dans le data management. Le premier sujet, Cohesity vient d'étendre son alliance avec HPE et au passage, Cohesity va se mettre à revendre HPE Zerto. Un détail très intéressant quand on se souvient qu'on avait évoqué le rapprochement Zerto Commvault dans l'épisode 4 de cette saison 2. On va voir pourquoi tout le monde se met aujourd'hui à Zerto. Deuxième sujet, Everpure, l'ancien Pure Storage, publie un article technique très fouillé sur l'AI Factory hybride et le rapatriement des workloads IA depuis le cloud. C'est un sujet brûlant pour tous les responsables IT qui voient leur facture cloud exploser dès qu'on touche au GPU. Troisième sujet, Commvault, qui pose une question très concrète à toutes les équipes qui regardent ailleurs que VMware. Comment migrer ces VM vers Red Hat OpenShift virtualisation sans perdre sa posture de cyber-résilience en cours de route? Allez, c'est parti. On démarre fort. Le 14 mai, Cohesity a annoncé une extension majeure de son alliance stratégique avec HPE. C'est une alliance qui dure au passage depuis 7 ans et qui passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. Concrètement, 3 annonces. Premièrement, Cohesity va commencer à revendre HPE Zerto. Donc, l'éditeur Cohesity met dans son catalogue le logiciel de CDP, Continuous Data Protection de HPE. Vous achetez Cohesity, vous pouvez prendre Zerto en plus dans la même conversation commerciale que vous pouvez avoir, bien sûr, avec nous. En deuxième, donc, HPE va revendre Cohesity Net Backup, et c'est nouveau, ça. HPE revendait déjà Cohesity Data Protect, ça c'est ce qu'on connaissait. Là, Net Backup s'ajoute, optimisé pour les architectures backup et stockage, donc désagrégé sur les baies HPE, Alletra, MP, X10000 et les appliance store owns. Donc, ça peut être intéressant si vous avez déjà du net backup et vous utilisez des solutions de stockage HP. Là, c'est quelque chose de très intéressant. On a une troisième annonce, une intégration approfondie avec HPE Morpheus, VM Essentials. Pour ceux qui prennent en cours, Morpheus, c'est la plateforme de virtualisation et de cloud management que HPE pousse comme alternative à VMware. Cohesity va supporter nativement les environnements Morpheus à partir de mi-2026. Donc, on les a reçus HPE dans nos locaux la semaine dernière avec des présentations fort intéressantes, je dois dire. Maintenant, le point très intéressant, et c'est là qu'on va remettre du contexte avec l'épisode 4. Dans l'épisode 4, on avait parlé de l'intégration de HPE Zerto dans Commvault Cloud. C'était annoncé en juin 2025 au HPE Discover de Las Vegas et c'était passé en disponibilité générale fin 2025. Concrètement, Commvault avait intégré Zerto dans son offre Autonomous Recovery. Là, en mai 2026, c'est au tour de Cohesity de faire pareil. Donc, Cohesity et Commvault, les deux grands acteurs du backup d'entreprise, utilisent maintenant tous les deux HPE Zerto pour combler la même lacune dans leur catalogue, le Continuous Data Protection. Et c'est logique, Cohesity, c'est de la sauvegarde périodique, du data management, de la cyber-résilience pilotée par IA. C'est solide, c'est large, mais ce n'est pas du CDP. Pareil pour Commvault. La plateforme Commvault Cloud fait beaucoup de choses, mais le RPO de quelques secondes par réplication journalisée, ça reste le terrain historique de Zerto. Donc, plutôt que de redévelopper en interne, ce qui prendrait des années, les deux éditeurs se branchent sur la même brique. Donc, HPE Zerto devient de fait le composant CDP standard du marché. Et HPE, propriétaire de Zerto depuis 2021, distribue son joyau, va-t-on dire, à travers ses deux principaux partenaires backup. C'est très élégant. Quelques chiffres encore pour cadrer le partenariat Cohesity et HPE. Donc, HPE a été nommé Cohesity
partenaire 2025, Europe OEM, avec une croissance de 177%. Côté des gros contrats, donc le DISA, c'est le Defense Information System Agency aux États-Unis, a modernisé toute son infrastructure hybride avec HPE GreenLake et Cohesity pour la couche data protection. Donc, c'est une des plus grosses opérations de modernisation cloud du gouvernement américain. Donc, toutes ces offres, Cohesity, NetBackup chez HPE, HPE Zerto chez Cohesity, sont disponibles dès maintenant via Sonio, bien entendu. Donc, appelez-nous si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour nos clients en Suisse? D'abord, si vous êtes équipé Cohesity, NetBackup ou Data Protect, on a maintenant un chemin clair vers le CDP avec Zerto, géré dans la même relation commerciale, on va dire. Hein, c'est dans le portfolio de Cohesity. Pareil, si vous êtes équipé de Commvault, on peut aussi le discuter, comme vous l'aviez déjà vu depuis fin 2025. Ensuite, encore une fois, l'arrivée de NetBackup chez HPE, ça consolide une offre déjà très complète pour les environnements hybrides. Et si vous regardez du côté des architectures désagrégées avec Alletra, MP, X10000 ou StoreOns, c'est très, très intéressant. Après, on parle encore de l'intégration Morpheus, c'est à surveiller de très près pour ceux qui regardent une alternative à VMware. Il y en a beaucoup en Suisse romande depuis le rachat par Broadcom. Avoir une plateforme de virtualisation supportée nativement par Cohesity, ça lève un frein important. On voit que tous les éditeurs de backup s'y mettent, Vim aussi, donc tout le monde intègre maintenant directement cette solution Morpheus. Voilà, pour ce premier sujet, on change complètement de terrain, toujours dans la data, mais cette fois côté IA et infrastructure. Donc, on a petit rappel en intro, vous l'avez peut-être déjà entendu, Pure Storage s'appelle désormais Everpure, on fait encore parfois l'erreur. C'est officiel depuis le 23 février 2026. Le nom de domaine est passé à everpuredata.com et les produits migrent progressivement. Portworx by Pure Storage devient Portworx by Everpure et ainsi de suite. Petite anecdote au passage, Everpure existait déjà comme marque, c'est un fabricant américain de filtres à eau. Donc la presse spécialisée a beaucoup ri, Charles Giancarlo, le CEO, défend que les deux marchés ne se chevauchaient pas. Bref, c'est fait, on passe à autre chose, on tourne la page et on va vers Everpure. Alors, on revient, le 12 mai, Everpure a publié un article technique signé par Philippe Ninan. Je vous mets le lien sur l'article, bien entendu, dans les notes de l'épisode, qui décrit ce qu'il appelle l'AI Factory hybride. C'est un manifeste, carrément, pour le rapatriement des workloads d'intelligence artificielle depuis le cloud public vers l'on-premise. Le stack proposé, c'est du FlashBlade S, côté stockage, du Red Hat OpenShift, comme plan de contrôle unifié, des NVIDIA pour les GPU, évidemment, et Portworx pour la mobilité des données entre les clusters Kubernetes. Et bien sûr, AWS qui reste là pour le débordement et les pics, on le verra tout à l'heure. Les chiffres mis en avant, ça vaut la peine qu'on s'arrête dessus. Donc, on a une réduction du TCO de 40 à 60% en rapatriant les workflows d'entraînement en état stable comparé à de l'AWS P4 ou P5. Donc, c'est les grosses machines d'AWS. Donc, on aurait un break-even généralement on-premise versus cloud public autour du 13e mois. Donc, sur 5 ans, on peut aller, sur certains cas, environ $245 000 cumulés en AWS contre $80 000 on-premise pour le même workload. Sur le workload le plus important du modèle, qui est décrit dans cet article, sur 3 ans, on a $422 000 d'économie chez AWS contre 113 000 on-premise. Donc, on économise $308 000. Alors, pourquoi? On va me dire ces chiffres font sens. Parce que l'entraînement d'un modèle IA, c'est pas un workload web classique qui fait du scale-up, scale-down, c'est de la haute utilisation, du 100% d'usage pendant des semaines, en particulier quand on entraîne le modèle. Et dans ce cas de figure, l'achat de hardware bat largement la location, évidemment. À cela s'ajoutent deux phénomènes que tout le monde a expérimenté ou subi depuis 18 mois. D'abord, il y a la gravité des données, donc les données vont aller proche de l'application. Quand vous avez plusieurs pétaoctets dans votre data center, déplacer ça vers le cloud, c'est cher en frais de sortie et c'est très lent. Le bon sens dit qu'il faut amener le compute là où vivent les données et pas l'inverse.
Ensuite, on a la pénurie de GPU. Pendant les pics, les hyperscalers ont du mal à servir tout le monde. Donc, si on a sa propre flotte de GPU NVIDIA RTX Pro, Hopper ou Blackwell, ça garantit qu'on n'est pas bloqué par par la disponibilité d'AWS ou d'un autre hyperscaler. Maintenant, c'est pas du tout on-premise ou tout cloud. Enfin, c'est une vraie logique hybride. Donc, le modèle qui est proposé, c'est fine-tuning et expérimentation dans le cloud, là où l'élasticité fait la différence. Et en inférence en production on-prem, là où le coût et la latence et la sécurité sont critiques. Donc, on a vraiment ces deux approches en inférence on-prem et puis en test, en affinage en fait dans le cloud. Avec un mécanisme de cloud bursting pour les pics. Donc, si votre cluster local il pêche, il est à 100%, vous débordez temporairement vers AWS ou un autre hyperscaler, mais là, c'est fait pour AWS encore une fois. La technologie qui rend ça possible, c'est Portworx, avec un module qui s'appelle Stork, qui fait de la réplication block level entre les clusters OpenShift, avec des transferts incrémentaux, bien entendu. L'autre point fort, c'est l'indépendance vis-à-vis du fournisseur de stockage et de cloud. Comme tout repose sur OpenShift et Portworx, vous pouvez bouger d'AWS à Azure ou changer de génération de GPU NVIDIA sans réécrire votre stack applicatif. Alors, on a quelques cas d'usage qui sont assez parlants pour la Suisse. Dans l'industrie, vous pouvez avoir des détections de défauts en temps réel sur une ligne de production avec les caméras, etc. Avec un entraînement dans le cloud, évidemment, et une inférence sur place pour avoir une latence minimale. Beaucoup d'industriels romans peuvent être concernés par ce type de cas. Dans la santé et pharma, entraînement on-prem des modèles génomiques, pour rester aligné sur les exigences de souveraineté et de protection des données patients, par exemple, avec un débordement ponctuel vers le cloud pour des simulations qui sont plus lourdes. Donc là, on a vraiment ces deux modèles. Enfin, dans la finance, on fait de l'entraînement on-prem pour protéger sa propriété intellectuelle. Et puis, on va déployer de l'inférence dans les régions cloud globales pour la détection de fraude en temps réel. Comme ça, on est là au-dessous des millisecondes et puis on peut déployer en fait cette inférence très près de ses clients dans ce cas-là. Donc, mon analyse, on est dans une phase de rééquilibrage. Les premiers projets d'IA, beaucoup les ont fait dans le cloud parce que c'était le moyen le plus rapide de tester. Maintenant que les usages sont matures et que les workloads tournent en permanence, la facture cloud devient l'enjeu numéro 1 et l'argument d'Everpure tient debout. Au-delà de 13 mois d'utilisation soutenue, l'on-prem est tout simplement moins cher, et beaucoup moins cher. Donc, même avec la crise des composants, visiblement. Voilà, on reste dans la modernisation, mais on change d'angle. On va parler virtualisation et plus précisément de ce qui se passe pour ceux qui regardent ailleurs que VMware, qui cherchent des alternatives. Donc, sujet très concret pour finir. Donc, le 11 mai, Commvault a publié un article signé Jason Gizza qui pose une question que je suis sûr beaucoup d'entre vous se posent en ce moment. Comment migrer CVM vers Red Hat OpenShift virtualisation sans perdre sa posture de protection en route. Donc le contexte, on le connaît, la hausse des coûts de licence VMware depuis le rachat de Broadcom, l'incertitude sur les modèles tarifaires. Beaucoup d'entreprises sont en train de réévaluer leur stratégie de virtualisation. Peut-être deux stratégies, en fait, une stratégie pour ce qui n'est pas critique, une stratégie qui est critique, où on va prendre du Broadcom. Et puis Red Hat OpenShift virtualisation émerge comme une destination très crédible parce qu'elle permet de garder ses VM tout en passant un modèle Kubernetes natif. Donc ça, c'est intéressant. Donc le message de Commvault, c'est la migration n'est pas un événement, c'est un parcours. Donc c'est eux qui le disent. Donc le propos, c'est on ne migre pas 800 VM du jour au lendemain. On le fait par là. Et pendant cette phase qui peut durer des mois, vous vivez dans un état mixte. D'un côté, des VM VMware qui font tourner le cœur du business. De l'autre, des VM qui sont déjà passés sur OpenShift virtualisation. Et au milieu, des applications containerisées qui partagent les mêmes clusters OpenShift que les VM migrés. C'est exactement le moment où les trous dans la raquette apparaissent. Les outils de backup historiques étaient pensés pour VMware. Les outils Kubernetes natifs ne couvrent pas toujours les VM et vous vous retrouvez avec 2 ou 3 solutions de protection en parallèle. Ça s'appelle du tool sprawl, accumulation d'outils, du shadow IT et puis des risques de cohérence. Donc, la proposition de Commvault, très intelligente, donc c'est une plateforme unique
pour protéger les VMware, les VM OpenShift virtualisation et les applications en containerisé. Donc ça veut dire qu'on a le même modèle de policy Kubernetes natif pour les trois mondes. Vous définissez une fois une politique et puis elle s'applique partout. Très intelligent. Des backups RGAP est immuable, c'est très utile, particulièrement pendant les phases de migration qui sont des fenêtres de vulnérabilité accrue. Alors des restaurations in place ou out of place pour s'adapter quand une étape de migration ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc la fonctionnalité, elle est disponible dès maintenant, alignée sur la Long-Term Support Release 1140 et l'Innovation Release 1142 d'OpenShift Virtualisation. Donc c'est pas du futur, c'est du présent en production chez les clients. Côté de méthode, c'est Red Hat qui fournit son Migration Toolkit pour la virtualisation. Donc le Migration Toolkit for Virtualization qui se charge du déplacement des VM elles-mêmes. Et puis Commvault Cloud va assurer la protection avant, pendant et après la migration. Donc les outils sont complémentaires et pas concurrents. Pourquoi je trouve ce sujet important pour la Suisse romande? Parce qu'il y a un vrai sujet structurel chez nos clients avec la hausse des coûts Broadcom qui touche un peu tout le monde, des comptes industriels au canton. Les plus petits cherchent vraiment des alternatives qui doivent être disponibles. Donc beaucoup commencent à explorer des pistes, des alternatives, OpenShift virtualisation, on a Nutanix à HV, on a Proxmox, on a Huawei qui a aussi sa solution, et HPE, Morpheus, dont on a parlé en partie 1. Donc le marché est en train de bouger, d'évoluer, de se poser quelques questions. La question qui revient évidemment systématiquement quand on échange avec un responsable IT, c'est oui, mais ma protection des données, je fais comment pendant la migration? Parce que c'est précisément quand on bouge que les attaques arrivent, quand on a un pied dans chaque monde et que la posture de sécurité est moins claire. Donc la réponse de Commvault, elle est claire et ça vaut aussi pour les autres éditeurs qui suivront. Une plateforme unifiée qui suit le workload, où qu'il soit. C'est exactement le bon angle d'attaque. Donc, on résume les 3 points à retenir. Donc, numéro 1, Cohesity et Commvault utilisent désormais tous les deux HPE Zerto comme brique de Continuous Data Protection. HPE Zerto devient le standard de fait pour combler la lacune CDP des grandes plateformes de backup. Encore une fois, si vous êtes équipé Cohesity ou Commvault, vous avez un chemin très clair pour ajouter du RPO quasi nul sans empiler les fournisseurs. Et point numéro 2, Everpure pose les jalons de l'AI Factory hybride avec du FlashBlade S, OpenShift, NVIDIA et Portworx. Au-delà des 13 mois, réfléchissez d'utilisation soutenue, le rapatriement des workloads IA on-premise devient massivement plus économique que le cloud. On repart vers l'on-prem pour l'IA en production. Donc ça, c'est le message qu'il faut retenir de ça. Et en numéro 3, Commvault Cloud protège désormais nativement les VM Red Hat OpenShift virtualisation, en plus de VMware et des containers. Pour tous ceux qui regardent l'après VMware, la cyber-résilience pendant la migration n'est plus un trou dans la raquette, c'est tout intégré chez Commvault. Voilà, donc si ces sujets vous parlent, vous vous abonnez bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify ou suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer. Vous retrouvez aussi les articles détaillés dans les notes de l'épisode, on l'a dit tout à l'heure. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, envoyez-moi un message. Je lis tout et puis on pourrait intégrer d'autres choses pour les prochains épisodes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Héritiers de l'IT. Ciao, ciao!